promotion de la viande de porc en Côte d'Ivoire. Les journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés se sont ouvertes aujourd'hui à Abidjan. Abidjan qui fait désormais partie de la Fédération mondiale des villes touristiques. La signature de son adhésion officielle s'est tenue récemment en Chine. Enfin, pour ou contre la chasse en Afrique, les défenseurs de la nature y voient une pratique barbare. Dans quelques instants, la position des chasseurs professionnels sud-africains. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La troisième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés s'est donc ouverte aujourd'hui dans la commune du Plateau. Il s'agit pour le ministère des Ressources animales et halieutiques de faire de la viande de porc la protéine animale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Plus de 100 éleveurs participent à l'événement et cela jusqu'au 10 juillet prochain. Autre actualité, comment régler les conflits fonciers ruraux en Côte d'Ivoire? Depuis la loi de décembre 1998 qui autorise la propriété privée, les litiges se multiplient en effet entre autochtones qui se disent propriétaires coutumiers de la terre et étrangers. Une association d'experts fonciers ruraux a organisé aujourd'hui une rencontre dans le district d'Abidjan. Objectif, conseiller les familles, l'entreprise et les collectivités dans la gestion de leur patrimoine. La loi de 1998 du foncier rural reconnaît la propriété foncière aux détenteurs des droits coutumiers. Elle protège également les occupants des terres. La compréhension de cette loi n'est pas bien perçue par les populations, ce qui fait qu'elle rencontre des difficultés dans son application. Quelles sont les causes de cette incompréhension? Comment les surmonter? Les membres du groupe d'observation et d'analyse des systèmes à impact sociaux, OASIS, une structure indépendante qui gère tout ce qui est foncier rural, se concertent pour booster son application. La loi de 1998 s'applique, mais s'applique trop lentement. Et apparemment, les populations ne sont pas toutes informées de cette loi, non seulement dans son existence, mais dans son contenu. Il ne s'agit pas de venir planter une solution toute conçue à Abidjan ou ailleurs, mais il s'agit de voir qu'est-ce que les populations font. Regroupant des experts du domaine social, économique et environnemental, cette structure aide à formuler des stratégies relatives à la gouvernance foncière, non seulement sur le foncier rural, mais aussi sur le foncier urbain. Au cours de cette concertation, les échanges ont porté entre autres sur les moyens d'intervention de Oasis et sur sa méthodologie de travail. C'est un groupe qui se met en place et qui pour nous certainement va appuyer en tout cas les grandes administrations à mettre en œuvre les grands programmes concernant le foncier, particulièrement pour ce qui nous concerne le foncier rural. Plusieurs ouvrages pour la compréhension des différentes lois sur le foncier en Côte d'Ivoire sont disponibles, notamment le foncier rural, le Code foncier rural annoté et l'ABC du foncier. Un reportage de Ami Sissoko. Je vous le disais dans les titres, la Côte d'Ivoire peut être fière. Le district d'Abidjan intègre désormais la Fédération mondiale des villes touristiques. C'est une plateforme qui regroupe notamment les grandes capitales mondiales. Les sessions et réunions que cette fédération tient débouchent sur des opportunités de développement pour chacun des adhérents. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, s'est rendu récemment en Chine pour la signature de l'adhésion officielle. Les explications de Patricia Omouetia. Près de 100 millions de visiteurs à cette exposition. L'ouverture s'est déroulée en présence du chairman et du ministre ivoirien du Tourisme. Une journée bien chargée pour Roger Kakou qui a honoré plusieurs rendez-vous avec les opérateurs économiques chinois. La Côte d'Ivoire, qui signe à cette occasion sa deuxième participation à cette importante manifestation, accorde une attention particulière au marché chinois très prometteur. Une confiance appréciée par les autorités chinoises qui font d'Abidjan notre capitale économique, membre de la Fédération mondiale des villes touristiques. Les rencontres se poursuivent avec les investisseurs chinois, des activités dont des conférences sur la Côte d'Ivoire et des projections sur les potentialités de la région du Sud Comoé. Une présentation qui a ravi les hommes d'affaires chinois. Maintenant, nous trouvons que la Côte d'Ivoire existe beaucoup de potentialités dans le domaine agricole. Donc, je propose implanter une usine de transformation du riz et une usine
bien une compagnie de pêche. Donc c'est faisable. Le marché chinois du tourisme est le deuxième au niveau mondial et devrait connaître une croissance de 10% lors des prochaines années. On s'intéresse à présent à un sujet polémique, la chasse en Afrique. Un business qui rapporte gros pour certains détracteurs, une pratique barbare pour d'autres. Les chasseurs professionnels sud-africains, par contre, assurent que le braconnage est une composante essentielle de la protection des espèces sauvages. Identifier la proie, s'approcher sans se faire repérer de l'animal, les conditions de la chasse sont réunies, une antilope est en vue à 100 mètres. Adri vise et le blessbox s'effondre, tué sur le coup. Cette chasseuse de 57 ans est aussi la directrice de FASA, l'association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud. Comme beaucoup d'autres confrères, elle a déjà reçu des insultes et des menaces de mort à cause de son activité, des messages qu'elle ne comprend pas. Pensez aux vaches qu'on amène à l'abattoir, le stress qu'elles subissent, alors que cette antilope ne savait même pas que j'étais là. Elle n'a pas senti la mort venir. Les chasseurs professionnels de FASA font venir de riches amateurs étrangers, majoritairement américains, qui sont prêts à payer cher pour pister et tuer des antilopes, des buffles, des félins ou des éléphants. Comptez entre 80 000 et 130 000 euros, selon les pays, pour une chasse au lion de 20 jours. Ces chasses au trophée, bien que légales, suscitent l'indignation des opinions publiques dans les pays industrialisés, surtout pour les espèces menacées. Mais l'argent des chasses contribue à faire exister des réserves privées, comme la ferme d'Iwamanzi. 3000 hectares où cohabitent en liberté des rhinocéros, des léopards, des antilopes et autres animaux sauvages. L'Afrique n'a pas le luxe d'argumenter sur ce sujet du point de vue européen, qui est très isolé. Pour que les animaux sauvages survivent et prospèrent sur ce continent, il faut que les habitants, les communautés locales en tirent les bénéfices. Et le seul bénéfice possible est financier. Et il faut qu'il n'y ait pas de conflit avec les animaux, notamment dans l'agriculture. Avant de tirer sur le blessbock, Adri a échoué plusieurs fois. Les animaux ont senti les humains et pris la fuite. Ou ce n'était pas la bonne proie. Les chasseurs professionnels ne visent que des vieux mâles qui ne participent plus à la reproduction. Autant de conditions pour que la chasse puisse être qualifiée de responsable et durable. D'où l'indignation des chasseurs quand certains gouvernements de pays riches prennent des mesures contre la chasse au trophée. Certains pays interdisent l'importation de trophées de chasse. Les États-Unis l'ont fait avec l'ivoire d'éléphant en provenance du Zimbabwe ou de la Tanzanie, et l'Australie l'a fait avec les trophées de rhinocéros ou de lions pour toute l'Afrique. Cela a des conséquences pour l'industrie de la chasse, et si les affaires sont affectées, alors pas de bénéfices et pas de protection de l'environnement non plus. Après la chasse, Adri pose pour la photo souvenir. Elle récupérera ensuite la viande et le trophée, c'est-à-dire le crâne et la peau. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de faire partager sa passion au grand public. Mais son association veut lutter sur le terrain des arguments, pas de l'émotion. Car les chasseurs en Afrique du Sud se... En images, retour en Côte d'Ivoire pour revivre l'anniversaire de la paroisse Cœur Immaculé de Marie du plateau d'Okuyi, quartier situé entre les communes de Cocody et d'Abobo. Cette église catholique a célébré ses 12 mois d'existence. Une messe d'action de grâce a été dite pour remercier Dieu de tous ses bienfaits. Élections législatives au Burundi. Les résultats ont été annoncés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti présidentiel remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Du côté du Nigeria, c'est une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans le nord du pays. Au moins 25 personnes ont été tuées et 32 blessées aujourd'hui par l'explosion d'une bombe dans des bureaux de l'administration locale à Zaria. Des violences également au Kenya. 14 personnes ont été tuées dans un village du nord-est du pays. Une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab, responsables d'une série de raids meurtriers dans la région ces derniers mois. Nouveau drame de l'immigration clandestine en Europe. Un homme est décédé aujourd'hui dans le tunnel sous la Manche alors qu'il tentait de rallier la Grande-Bretagne. Les circonstances de sa mort sont encore inconnues et le trafic fortement perturbé.
Un migrant est mort dans le tunnel sous la Manche ce matin alors qu'il tentait de rallier la Grande-Bretagne. Le trafic n'a pas été totalement interrompu mais fortement perturbé par cet accident dont les causes restent à déterminer. Ces dernières semaines, le trafic dans le tunnel a été perturbé à plusieurs reprises en raison de nombreuses tentatives d'incursion de migrants sur le site. Début aujourd'hui du sommet de la zone euro. Il s'agit pour la Grèce de faire de nouvelles propositions à ses créanciers. Premiers échos de la réunion de l'Eurogroupe sur le sort de la Grèce ne sont pas très optimistes. Selon un des participants, il n'y a pas eu de propositions concrètes. Les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés à la mi-journée à Bruxelles avant un sommet extraordinaire. Parmi eux, Euclide Tsakalotos, le nouveau ministre grec des Finances. Coordinateur des discussions entre Athènes et ses créanciers, il est réputé plus sobre que son prédécesseur Yanis Varoufakis, mais pas forcément plus souple. Et pour renouer le dialogue avec les dirigeants européens, le Premier ministre grec Alexis Tsipras va s'exprimer demain, mercredi 8 juillet, devant le Parlement européen à Strasbourg. La situation au Proche-Orient, il y a un an, jour pour jour, le 8 juillet dernier précisément, les autorités israéliennes lançaient des raids pour mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas sur leur territoire. Si les dégâts matériels sont considérables chez les Palestiniens, les blessures psychologiques restent à soigner. Les premières explosions de la guerre de Gaza. Il y a un an, Israël et les militants palestiniens se lançaient dans un conflit destructeur de 50 jours, le plus long et le plus meurtrier des 3 guerres qui ont ravagé le territoire en 7 ans. Plus de 2000 Palestiniens ont perdu la vie, une majorité de civils, dont 500 enfants. Malgré un cessez-le-feu qui tient encore, les habitants de Gaza ne croient pas à la fin de leur souffrance. La situation a changé pour le pire, pas pour le meilleur. Pendant la guerre, c'était mieux qu'aujourd'hui car le monde prêtait attention aux gens et nous aidait. Mais après la guerre, tout s'est arrêté, comme si il ne s'était rien passé à Gaza. Avant la guerre, les 2 tiers de la population de Gaza dépendaient de l'aide alimentaire et le taux de chômage dépassait 40%. Et peu de choses ont changé, alors que 9 ans de blocus israélien ont empêché toute reconstruction et ravagé l'économie. Je fais ce travail contre mon gré parce qu'il n'y a pas d'autre travail ici, pas d'alternative. Je ramasse des pierres, environ 5 chariots par jour, je les vends 2 € chacun. D'après un récent sondage, un habitant de Gaza sur 2 veut quitter le territoire. Des dizaines sont morts dans des embarcations de fortune en mer, tentant de rejoindre l'Europe. Je crois que ce qui est différent depuis ce dernier conflit, plus que depuis le précédent, c'est le sentiment de désespoir. Il n'y a plus le sentiment que les choses vont s'améliorer. Il y a plus de désir de partir, l'impression que la vie de leurs enfants ne sera pas meilleure que la leur en restant ici. À Gaza, les dernières écoles de l'ONU accueillant des réfugiés viennent de fermer, poussant encore un peu plus de gens dans les rues. Et le conflit entre le Hamas et l'autorité palestinienne bloque toute amélioration. Un terreau qui sert les groupes djihadistes refusant la trêve. Ils ont récemment revendiqué des tirs de roquettes vers Israël. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être toujours RTI2.